Comme d'habitude, on propose 3/4 d'heure sur le temps de midi, donc vous n'hésitez pas à manger, à boire pour autant que vous fermiez votre micro. Ce qui nous évitera des bruits parasites tout autant bizarres qu'autant qu'étranges. Comme convenu, le café pédagogique sera filmé et on va le filmer à partir de maintenant, de sorte qu'on puisse le proposer sur notre chaîne YouTube à nos collègues qui ne pourraient pas venir aujourd'hui et qui en ont déjà fait la demande. Donc aujourd'hui, on a de la chance de recevoir Patrick Roth, qui est responsable du pôle e-learning à l'Université de Genève. Il a commencé à l'Université de Genève il y a quelques années. On travaillait ensemble à l'époque. C'était un petit service, c'est devenu un énorme service aujourd'hui qui produit énormément de connaissances, de compétences, de support pour le volet e-learning, c'est-à-dire les Learning Management Systems. Et puis aujourd'hui, il va nous parler en particulier de son expérience diverses et variées par rapport à cet outil qui nous pose beaucoup de questions, je pense, à plusieurs d'entre nous, qui est le portfolio numérique de son petit nom e-portfolio, et puis qui peut prendre des déclinaisons diverses et variées dans nos institutions avec le doux nom de Mahara, Portfolium et j'en passe. L'idée, ce n'est pas de focaliser sur un outil, c'est comme ça qu'on l'avait discuté avec Patrick, mais l'idée aussi, c'est de voir son expérience au travers d'un outil, mais surtout comment ça peut se déployer plus largement. Je crois que j'ai fait l'introduction au mieux de mes connaissances et de mes compétences, et puis vous n'êtes pas là pour m'entendre, mais m'écouter, mais surtout pour écouter Patrick, et je te cède la parole à l'instant. Merci beaucoup, Hervé. Donc, je suis très content de venir aujourd'hui pour vous présenter quelque chose, pour vous présenter le portfolio, et je vais essayer de vous parler de mon expérience du portfolio par rapport à mes différentes activités. Donc, comme l'a dit Hervé, moi je suis responsable du pôle e-learning de la division informatique, donc plutôt du côté IT. OK, mais j'ai une autre activité où je donne également des cours. Donc, en fait, le portfolio, j'essaye également de le pratiquer dans les cours que je donne et ça me permet de voir les différentes difficultés qu'il y a et les différentes solutions que l'on peut envisager. Donc, pour commencer un peu cette présentation, donc moi, je vais juste prendre une définition que j'utilise dans le portfolio. Alors elle est assez longue, mais elle permet d'un peu tout résumer. Et puis pour moi, il y a quand même pas mal de choses dont le portfolio, il se compose de quoi? D'une collection d'objets numériques qui reflète quoi? L'histoire d'apprentissage d'un individu et qui correspond au résultat de ses formations et de ses expériences professionnelles. Et il est composé de quoi? C'est quoi les objets numériques? C'est du texte, du graphique, du multimédia. Donc, si on se base de cette définition et puis un peu des usages que l'on voit de cet outil, mais également plutôt de cette pratique dans les hautes écoles, on peut voir que le portfolio, il est utilisé. Alors, au départ, désolé, au départ, le portfolio était utilisé, voilà, merci, c'était mon fils. Donc, le portfolio, il était utilisé au départ à l'université. Pour nous, c'était pour essayer de collecter des productions. Donc, on pensait que, venant de l'IT, un endroit où l'étudiant pouvait collecter ses productions, il était nécessaire. Et donc, dans ce sens-là, on voulait y mettre en place un outil. Ça aurait peut-être pas eu besoin d'être un portfolio, mais bon, voilà l'usage initial tel qu'on voulait le faire en 2010. Et en fait, on s'est rendu compte, avec les années, que le portfolio a été utilisé pour faire beaucoup plus de choses et des choses beaucoup plus riches, comme vous le savez. Donc, il a permis, entre autres, également de pouvoir se présenter. Donc, les étudiants se présentent via cet outil,
mais il permet, alors c'est là où ça devient quand même plus intéressant, de lui permettre de documenter ses activités d'apprentissage, hein, lors de stages, de bachelor, de ses bachelors, de ses masters, et finalement de pouvoir réfléchir sur les compétences que l'étudiant acquiert durant toutes ces années dans nos institutions. Donc tous ces éléments-là ont montré que le portfolio en lui-même était beaucoup plus puissant qu'un outil uniquement de stockage. Alors là, moi, j'ai sans doute quelque chose qui pourrait être intéressant. Alors, je vais vous montrer tout le long de ma présentation. Donc là, je vous ai mis un lien sur des exemples de portfolios. Hein. Donc, je fais partie également du SIG e-portfolio, qui est le groupe d'intérêt des hautes écoles suisses pour le portfolio. Donc, c'est quelque chose qui est animé par les gens de Switch. Et puis, je suis co-président avec une autre personne. Et en fait, en 2018, ce qu'on a essayé de faire, c'est on a essayé de refaire le site du SIG portfolio suisse, et dans ce SIG, on y a ajouté donc un certain nombre de ressources, d'éléments par rapport à la communauté, mais on a essayé de connecter un certain nombre de portfolios qui ont été créés par des étudiants et qui montrent les diverses pratiques qui sont faites dans nos hautes écoles par rapport aux usages. Donc là, on voit qu'il y a pas mal d'exemples qui viennent de diverses universités, en tout cas de haute école pédagogique à Saint-Gall, de l'université de Lausanne, hein, et également de la haute école de Zurich. Et si vous cliquez dessus, vous voyez des exemples d'usage du portfolio. Hein, par exemple, ça, c'est un usage plutôt réflexif, hein, du portfolio d'une étudiante de l'université de Lausanne. Donc, ces exemples avaient pour but de pouvoir montrer les divers usages du portfolio dans nos universités pour essayer un peu de montrer ce que l'on peut faire avec cet outil. Donc, par rapport maintenant aux outils, donc pour pouvoir réaliser ces différentes tâches, il existe plusieurs types. Ces tâches peuvent être faites, comme l'a dit Hervé, par différents outils. Okay, et là, j'ai essayé de faire une espèce de word cloud, un nuage de mots, des outils qui sont le plus souvent cités dans la communauté internationale du e-portfolio. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs familles d'outils. Donc, vous avez tout d'abord les outils qui sont dédiés, hein, des outils portfolio dédiés, du genre EduPortfolio ou Mahara, ou l'outil anglais qui s'appelle PeoplePad. Donc, c'est des outils qui sont des outils de portfolio. Donc, quand vous installez ou quand vous utilisez ces outils de portfolio, vous savez que vous allez utiliser pour faire des activités de portfolio avant tout. Et il y a des autres solutions, des autres outils, hein, qui sont faits pour faire d'autres tâches, mais dont on peut les utiliser pour pouvoir créer des portfolios. Et donc ça a été très documenté et très pratiqué par Hélène Barrett, qui est un peu à la base de tout ce qui est le portfolio numérique. Et d'autres personnes ont essayé également de regarder ces différents outils. Et on peut compter parmi ces familles d'outils, donc des outils de blog, tels que WordPress, hein, qui est souvent utilisé, souvent cité, ou vous avez également des CMS ou des wikis. Hein, et comme CMS, alors on prend également des exemples comme Google, hein, Google Site ou Webly. Alors, Web.li sont également des outils qui sont utilisés pour pouvoir développer des portfolios. Donc, par contre, au moment où vous devez choisir
un outil d'e-portfolio, chose qui a été notre cas chez nous à l'Université de Genève, eh ben, on devait connaître quels étaient les critères qui étaient le plus importants pour pouvoir choisir ces portfolios. Et en fait, ce qu'on a fait, on a fait ce travail toujours avec la communauté du e-portfolio suisse. Et dans ce sens, on a créé ce qu'on appelle différents guidelines, dont un guideline qui permettait aux personnes des hautes écoles de pouvoir essayer, choisir sur la base de critères bien précis. Et parmi ces critères, alors, si vous allez sur l'adresse courte, vous avez accès directement sur ce guidelines. Et parmi les différents éléments clés, alors je citerai la facilité d'utilisation, chose dont je vais revenir plus tard également dans ce que je vais vous dire dans ma présentation. Ensuite, il y a la portabilité du contenu, le fait que le contenu puisse être exporté et puisse aller ailleurs, la flexibilité, la richesse des éléments multimédia qui peuvent être stockés, aussi bien des vidéos que des audios, que des simples textes et compagnie. L'intégration de votre outil sur des LMS, genre sur Moodle, pour permettre aux enseignants, s'ils le veulent, de pouvoir évaluer certaines fois les portfolios des étudiants. Et également, un élément qui est également très, très important, deux éléments qui restent très importants, c'est la possibilité pour l'apprenant de pouvoir accéder au contenu au moment où il a terminé son diplôme, donc l'usage du portfolio tout au long de sa vie, et finalement des éléments qui sont devenus encore plus importants maintenant, qui sont également les éléments de sécurité et confidentialité. Donc par rapport à tous ces critères, normalement il y en a 37, donc l'EPAC, qui est une communauté internationale du e-portfolio, ils en ont édité 37. Et là, je viens de vous en citer pour nous ceux qui nous semblaient le plus important. Donc, sur cette base-là, notre choix à l'Université de Genève, elle s'est fait sur un outil au départ qui était Mahara, alors qui permettait de répondre à plusieurs critères, pas tous, naturellement, mais en tout cas une majorité des critères que je viens de vous citer. Et donc, l'usage du portfolio à l'Université de Genève, plus généralement, donc depuis que l'on a mis en place, donc 2010, c'est environ 700 étudiants qui sont actifs, qui font des activités à base de portfolio. Alors, ceci dans 3 programmes différents. Donc, autant vous dire que la majorité de ces programmes se trouvent quand même en faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. Mais il y a des cours également qui utilisent des cours un peu annexes en faculté des sciences ou en lettres et qui utilisent également le e-portfolio, un support de e-portfolio. Et la faculté de médecine, quand même, il est à noter que la faculté de médecine eux-mêmes utilisent également le e-portfolio. Alors, eux utilisent par une plateforme dédiée qui s'appelle le GPS, et dont le but pour des activités bien précises. Alors, c'est basé sur le référentiel de compétences nationales pour les médecins qui s'appelle Profil. Et en fait, l'activité est de permettre à l'étudiant de documenter toutes les activités qu'il réalise durant ses cours et ses stages. Et cette documentation, ces activités peuvent être ensuite validées par les enseignants responsables des cours. Donc, il y a un usage très précis et pour cela, ils utilisent un portfolio qui est utilisé à la fois en faculté de médecine de l'université, mais également au HUG. Et c'est le même outil d'e-portfolio qui est utilisé en faculté de médecine de l'Université de Lausanne également. Donc, il y a cet outil-là et également notre outil institutionnel qui est Mahara.
Donc, les usages pour tous ces cours et ces programmes, les usages, ils sont également variés. Donc, il y a un très fort usage réflexif. Hein, donc, le portfolio Mahara est utilisé pour permettre aux étudiants de faire des réflexions par rapport aux compétences qu'ils ont acquises, hein, et permet également d'aider les enseignants à encadrer les stages, mais également certains bachelors et masters que font des étudiants. Ils permettent aux étudiants de récolter des productions et de se présenter. Voilà, hein, c'est pour résumer un petit peu comment s'utilise le portfolio à l'Université de Genève durant on pourrait dire, ces 12 dernières années. Alors, depuis ces 12 dernières années, ça n'a pas été toujours aussi facile, hein, ce n'est pas toujours facile, et si je pourrais résumer les problèmes, les difficultés que nous avons à surmonter avec l'usage de ce portfolio, je pourrais en donner 3 éléments. Donc, la première difficulté, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Hein, c'est un étudiant, il n'est pas toujours facile pour un étudiant de pouvoir se lancer dans l'écriture d'une réflexion profonde sur des activités qu'ils ont faites. Alors, dans certaines branches, il est plus facile que dans d'autres. Par exemple, dans les branches informatiques, des étudiants en informatique, ils ont moins ce sens un peu à écrire de manière assez profonde sur un peu de détailler ou de documenter les tâches qu'ils ont faites. Donc, il y a ce premier aspect qui est ce syndrome de la page blanche. En plus, créer un document qui est une page, hein, de zéro sur Mahara, c'est pas aussi facile que ça. Donc, il y a tout d'abord ce syndrome. Ensuite, il y a l'appréhension ce que j'appelle l'appréhension du processus portfolio. Hein, le processus portfolio est un processus intellectuel qui est assez profond et assez complexe, et il n'est pas toujours facile pour l'étudiant de pouvoir prendre en main ce processus. Et la troisième chose, elle vient du fait de l'UX de Mahara. Donc Mahara, malheureusement, ne répond pas à ce critère de facilité d'usage. Certains éléments, certaines actions de l'outil ne sont pas toujours faciles à prendre en main. Donc, ces 3 difficultés qu'on a vues tout le long de ces années d'utilisation de Mahara, qui nous ont permis d'essayer de trouver des solutions. Et je vais essayer de vous les énumérer et de vous les expliquer. Donc, tout d'abord, la première des solutions que nous avons sur laquelle nous avons essayé de nous focaliser, ça a été celle de la page blanche. Alors, pour pouvoir répondre à ce problème-là, ce que nous avons fait, c'est 2 choses. Alors, une, c'était de pouvoir montrer des exemples, hein, parce qu'il n'y a rien de mieux pour un étudiant que d'avoir des exemples pour pouvoir un petit peu se lancer sur ce travail de création de portfolio. Et la deuxième chose, ça a été, et ça a été sans doute quelque chose qui a eu quand même un peu plus de succès, qui a été de proposer des templates. Alors, proposer des templates, c'est quoi? C'est proposer des pages prédéfinies où vous mettez déjà des éléments dans les pages. Hein. Donc, vous structurez déjà de manière un peu graphique la page, et vous y mettez également les consignes, hein, et puis les aides. Et ce que vous faites lors du cours, l'enseignant va expliquer un petit peu l'approche, donc va expliquer ce template, va dire à l'étudiant comment le remplir, et l'étudiant, dans une deuxième phase, ce qu'il aura à faire, c'est juste de dupliquer la page et ensuite de la compléter. Hein, de la compléter. Donc, dans un premier temps, ce que l'on s'est rendu compte, c'est que les étudiants font ce que l'enseignant demande, donc ils remplissent les trous. Donc, par rapport à tout ce qu'il leur est demandé, les étudiants y ajoutent du texte,
du texte où il ajoute des documents, des preuves et ainsi de suite. Donc, le fait d'avoir un template, un document pré-rempli permet à l'étudiant de se lancer plus rapidement dans la création de leur page. Et dans un deuxième temps, lorsque les étudiants et les étudiantes commencent à avoir des facilités, ils vont commencer à modifier ces pages. Et vous verrez des pages enrichies, des pages modifiées, l'utilisation de contenus multimédia, des images, des vidéos et ainsi de suite. Donc, en lançant l'étudiant, en aidant l'étudiant à se lancer sur l'usage du portfolio avec des templates, nous nous sommes rendus compte que les étudiants avaient un peu moins de peine à prendre le portfolio Mahara en main. Donc ça, c'était pour répondre à tout ce qui concerne le syndrome de la page blanche. La deuxième solution que nous avons essayé de résoudre, c'était par rapport à ce problème du processus portfolio. Donc, le processus portfolio, c'est un processus, comme je l'ai dit, assez complexe à la base à prendre en main. Donc, la complexité, c'est juste de comprendre un petit peu comment ça marche, comment marchent les étapes, comment marchent les différents éléments qui permettent à un étudiant de faire une réflexion par rapport à une activité qu'il a réalisée. Et pour répondre à ce problème, nous avons développé, donc le projet avait été initié par l'Université de Lausanne et nous avons collaboré, l'Université de Genève et l'Université à distance, sur le développement de SelfPad. Donc, SelfPad peut être vu comme un outil d'accompagnement à cette démarche réflexive. Donc, je vais essayer d'expliquer comment marche SelfPad. Donc, SelfPad, il marche de la manière suivante. Donc, après avoir sélectionné le contexte dans lequel l'étudiant veut travailler, veut poser sa réflexion, il définit ensuite sur quelle activité il veut essayer de réfléchir. OK? Donc, en profondeur. Donc, l'étudiant définit ou l'étudiante définit l'activité ou l'expérience sur laquelle il veut réfléchir et ensuite, il essaye de lister les différentes tâches qui lui ont permis de réaliser cette activité. OK? Je prends un exemple. Je fais un travail de master. Dans mon travail de master, j'ai fait un état de l'art. Ensuite, j'ai proposé une solution conceptuelle. Ensuite, cette solution conceptuelle, j'ai essayé de l'évaluer. Ces différentes tâches. Et par rapport à ces différentes tâches, ce que l'on va demander pour chacune des tâches, c'est d'essayer de décrire cette tâche telle qu'il la décrirait un de ses collègues étudiants. OK? Donc, essayer de se lancer dans l'écriture de la tâche. Et en décrivant cette tâche, ce qu'on lui demandera, c'est d'évaluer les compétences qu'il a dû mobiliser, pour pouvoir réaliser cette tâche. Et d'essayer d'y ajouter les preuves, des documents, des rapports d'évaluation ou des choses comme ça, par rapport à la tâche qu'il a réalisée. Et ensuite, il devra faire une réflexion finale par rapport à cette tâche en regardant quelles ont été les difficultés qu'il a eues et quelles ont été les facilités ou les éléments plutôt positifs qu'il a eu par rapport à cette tâche. Et donc, l'étudiant ou l'étudiante va réaliser ce travail pour toutes les tâches. Pour toutes les tâches. Du jour. Donc, pour toutes les tâches qu'il a réalisées, description, essayer de trouver d'évaluation des compétences et finalement réflexion par rapport à chacune des tâches et à la fin, il pose une réflexion finale par rapport à l'activité en elle-même et tout ce travail-là
peut être ensuite envoyé sur Mahara. Donc, le but de cet outil-là, c'est vraiment d'aider l'étudiant à décrire sur une expérience ou une activité qu'il a réalisée et d'y trouver les compétences, les points positifs, négatifs et la manière dont les différents aspects, les différentes compétences qu'il a mobilisées durant ces activités pourraient être utilisées dans d'autres contextes. Donc, clairement, c'est un outil qui aide l'étudiant au processus portfolio. Donc, là, moi, je vous ai mis juste un exemple de ce portfolio, d'une réflexion qui a été faite par un étudiant, où vous pouvez voir la liste des tâches que la personne a réalisées, qu'est-ce qu'il a appris d'important durant ce travail, durant son travail, ça je crois c'est un travail de stage, quelles étaient, comment pourra-t-il utiliser les compétences développées pour l'objectif qu'il veut, et finalement un aspect par rapport aux tâches en elles-mêmes, une description des tâches, la liste des compétences qu'il aura développées, et ensuite les points forts et les difficultés. Donc c'est vraiment un outil, on s'est rendu compte depuis qu'on l'a mis en place en 2016 que cet outil permet vraiment à des étudiants de pouvoir se lancer dans ce processus réflexif. Et en fait, ce que l'on se rend compte, c'est que les étudiants l'utilisent une ou deux fois et ensuite, ils peuvent poser ces réflexions sans même avoir à utiliser Selfpad. Finalement, pour les solutions par rapport à l'UX de la plateforme Mahara, alors là, on a fait un certain nombre de travaux là-dessus pour essayer de voir comment essayer de modifier, de rendre la plateforme Mahara plus facile à utiliser. En fait, on s'est rendu compte, là, actuellement, un étudiant est en train de travailler sur ce sujet. Et son but, les différentes pistes qu'il a trouvées et que je vais vous montrer juste après, c'est tout d'abord de simplifier l'interface. Donc, simplifier l'interface, ça veut dire aller directement au but même de l'interface de Mahara, réorganiser les fonctionnalités et finalement, alors intégrer des éléments persuasifs. Alors ça, je vais essayer de vous montrer un exemple, mais des éléments persuasifs, c'est par exemple mettre en avant des galeries de pages qui ont déjà été créées par d'autres étudiants. C'est un moyen de persuader divers étudiants ou ajouter des notifications ou ajouter également un assistant. OK ? Donc, moi, ce que je vais essayer de vous faire, je vais essayer de vous montrer un peu. Donc, l'étudiant a prototypé un peu cet outil. Donc là, je vais essayer de vous montrer un exemple, si ça marche. Voilà. Donc, ça, c'est le Mahara tel que le verrait cet étudiant. Donc, on voit que lorsque l'utilisateur arrive sur la plateforme de portfolio, elle arrive directement sur les 3 actions de base de Mahara qui sont créer, partager, collaborer. Okay? Et ensuite, si la personne veut créer le portfolio, elle a directement un bouton qui lui permettrait de créer son portfolio. Okay? Vous avez l'assistant, qui est la personne qui lui explique un petit peu les différentes actions qu'il a à faire. Et si vous allez vers le bas, vous voyez qu'il y a des pages d'exemples sur lesquelles l'utilisateur pourrait prendre exemple. Donc ça, c'est l'élément de base. Et un autre élément de simplification, c'est le fait de directement, lorsque vous cliquez pour avoir une nouvelle page, là,
le système vous demandera, est-ce que vous voulez créer une page de type portfolio simple ou est-ce que vous voulez travailler avec le process, vous aider du processus portfolio via l'outil SalesPad. Et si vous voulez créer une page simple, eh ben, vous avez un moyen très simple de pouvoir créer votre page sur Mahara. Donc, en fait, l'approche qui essaye d'être prototypée par cet étudiant, c'est de pouvoir utiliser le portfolio Mahara, mais beaucoup plus simplement. Okay, La deuxième chose, pour le partage, actuellement, l'analyse a montré que le partage est très complexe sur Mahara et un moyen de pouvoir simplifier cela, eh ben, c'est de pouvoir dire, si je veux partager, j'ai deux types de partage. Soit je partage à mes collègues, soit je partage sur des outils genre LinkedIn, Instagram, Facebook. Ça serait ce type de partage-là, plus le partage que l'on pourrait faire directement avec son enseignant pour lui permettre d'évaluer directement le portfolio que j'ai fait. Donc, je ne vais pas aller plus en détail avec ces fonctionnalités-là. Donc, il est en train de finaliser le prototypage de Mahara UX. Et l'objectif, ça va être de l'évaluer sur des étudiants pour voir si vraiment ce prototype pourrait permettre de faciliter l'usage de cette plateforme. Donc, avant de lancer un peu la discussion, j'ai encore un dernier slide à vous montrer. Donc, chez nous, comme on peut se rendre compte, il y a un certain nombre d'étudiants qui travaillent sur le portfolio, mais son usage est de loin pas généralisé. Et en fait, on a essayé d'identifier quels seraient les moyens d'augmenter son adhésion. Et pour pouvoir faire cela, en fait, on a vu qu'il y avait un peu trois pistes. Et parmi ces pistes, il y en a certaines qu'on a déjà essayé de mettre en place, du genre d'assister les enseignants et les étudiants à prendre en main la plateforme. Donc, ce que l'on fait, c'est que lorsque l'enseignant nous contacte pour nous demander si on a un e-portfolio à disposition à l'université et comment il marche et compagnie, on va les voir, on leur explique le portfolio et on leur explique un petit peu comment ils pourraient l'utiliser avec les étudiants. L'enseignant, ensuite, en fonction de son scénario pédagogique, essaye de voir comment il peut l'intégrer. On l'aide à mettre en place ces systèmes de templates et ensuite, la prise en main du portfolio avec les étudiants se fait également avec nous-mêmes, où on explique aux étudiants comment utiliser le portfolio, comment dupliquer une page, comment remplir la page et ensuite l'enseignant peut reprendre ses activités avec les étudiants et demander, évaluer le portfolio des étudiants. Donc ça, c'est la première chose. Assister les enseignants et les étudiants à la prise en main du portfolio. La deuxième chose, c'est favoriser les échanges. On s'est rendu compte que si on permettait à certains enseignants qui connaissent déjà le portfolio de pouvoir discuter avec d'autres personnes, il n'y a rien de mieux pour essayer de faire lancer ou de rassurer les enseignants comme quoi il est possible de pouvoir se lancer dans la pratique du portfolio dans l'enseignement. Ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose qui est également une chose super importante et qui n'est pas toujours bien mise en place dans nos hautes écoles, c'est d'assurer l'interopérabilité et la pérennité des contenus. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est un gros jargon, mais si vous dites aux étudiants, venez vous lancer dans une activité de portfolio et qu'à la fin, vous n'êtes pas capable de leur dire, parce que vous aurez cette question qui viendra, mais lorsque je quitte votre université ou votre autre école, le contenu, est-ce que je peux le prendre? Et puis, votre réponse est négative, la motivation baisse complètement. Par contre, si vous êtes capable de leur dire oui, lorsque tu quittes l'université,
tu peux retourner à tout moment sur ton portfolio pour le compléter ou pour l'enrichir. L'étudiant sera quand même plus motivé à travailler sur le portfolio. Donc, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à notre expérience du portfolio numérique à l'université. Ce que j'espère, c'est que d'ici ma retraite, que le portfolio sera plus utilisé, mais surtout que ce qui est pour moi important, et puis ce qui est drôle, parce que venant, comme je vous l'ai dit, du côté plutôt informatique, je ne pensais pas terminer mes discussions sur le portfolio par cette chose-là. Ce qui est important, ce n'est pas l'outil lui-même, c'est la pratique. Et puis c'est cette pratique réflexive. J'en ai parlé hier avec les étudiants que j'avais en cours, puis je leur ai dit, mais ce que l'on veut, c'est pas uniquement vous donner des diplômes pour que vous partiez et puis travailler, non, c'est que vous soyez sensibilisés sur les compétences que vous avez acquis lors des différents cours que vous prenez à l'université. Donc là, voilà, c'est un petit peu pour cela que je continue, malgré ces 12 ans, de mise en place du portfolio, à continuer à essayer d'aller avec mon bâton de pèlerin pour proposer le portfolio aux différents enseignants. Donc, moi, j'avais juste une petite question pour vous. C'est, est-ce que vous utilisez le portfolio dans votre enseignement? Et si oui, quelle plateforme? Pour quels objectifs? Et avez-vous des pistes aussi, vous aussi, pour augmenter son usage ou son adhésion? Voilà. Merci beaucoup, Patrick. On va rester sur tes questions qui pourront être une bonne façon d'initier la discussion à venir. Et c'est pour ça que j'ouvre la discussion à tout un chacun qui voudrait prendre la parole. Il suffit de cliquer sur la petite main pour qu'on puisse vous passer la parole. Simplement, qui aurait une question? Pas de question pour l'instant. Oui, il y a une question d'Aurélie Ferron qui a levé la main, suivie de Guillaume. Alors, je n'ai pas tous les outils. Alors, Aurélie, volontiers. Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Je suis ravie de cette présentation. Merci. Donc, je me présente rapidement. Je suis conseillère pédagogique à Grenoble INP. Ça fait 6 ans, je crois maintenant, qu'on se pose la question de quel outil on va utiliser pour les portfolios. On en a testé plusieurs. Voilà. Et on n'est pas encore complètement persuadé d'un outil ou d'un autre. Je rejoins complètement l'analyse de Patrick. C'est pas l'outil, mais bien les usages qui sont importants. Et en fait, les enseignants, ils demandent d'abord un outil avant de savoir ce qu'ils vont en faire. Mais en fait, j'ai constaté dans ma pratique que ça marche pas terriblement bien. Et donc, pour répondre aux questions, ce qu'on a testé, on a testé Karuta. Et là, on utilise pour le moment Chamilo, donc qui est notre LMS local, qu'on a détourné. En fait, on en a fait comme je dis, un vrai LMS, c'est-à-dire que les étudiants sont chacun propriétaires de leur cours et ils invitent leurs enseignants. Et c'est une manière de faire du portfolio. Moi, j'ai une question qui concerne le dernier point qui a été abordé, c'est-à-dire la pérennité. Pour nous, il nous semble que dans le choix d'un outil, c'est une contrainte quand même assez forte de pouvoir assurer l'interopérabilité et la pérennité de l'outil. Et j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont vraiment l'utiliser après, mais peut-être que je me trompe. Et donc, je voulais savoir quelle était votre expérience par rapport à ça. Alors, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est, vous avez complètement raison sur le fait que, alors, il y a très peu d'étudiants qui, en fait, ça dépend réellement de la manière dont le portfolio est utilisé au sein du curriculum de l'étudiant. Ça veut dire que s'il est utilisé que dans un cours, l'étudiant, il va
faire l'activité que lui demande l'enseignant et ensuite voilà, il laissera tomber. Donc lui, il l'utilisera pas. Si le portfolio est utilisé tout le long du programme, alors là, l'étudiant va enrichir de plus en plus son portfolio et il aura tellement d'informations qu'il ne voudra pas les perdre. Donc automatiquement, c'est ce genre d'étudiants-là qui viendront nous voir et qui nous demanderont comment faire pour pouvoir garder le contenu. Et la troisième chose qu'il y a, c'est que certaines de ces formations, vous avez ensuite des formations continues. Ça veut dire que l'étudiant reviendra à l'université ou dans des formations, dans des ateliers et autres, et là, il devra réutiliser ces outils-là. Et à partir de là, le fait de pouvoir garder la pérennité du contenu, il est indispensable. Voilà. Et vous avez une idée du coup de la proportion d'étudiants si on prend que dans les formations où ils l'utilisent vraiment tout au long de la formation, vous avez une idée de la proportion d'étudiants qui l'utilisent après? Chez nous, sur les 700 étudiants que nous avons qui utilisent le portfolio, il y en a une cinquantaine à qui nous demandent chaque année de garder la pérennité de leur contenu. Ok, ouais. Donc c'est non négligeable quand même. Donc c'est non négligeable, ouais, quand même. Ok, ça va, merci beaucoup. Merci. De rien. Je vais passer la parole à Guillaume. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je me présente rapidement. Je suis chargé d'enseignement à la Haute École pédagogique du Valais et on est aussi naturellement dans cette réflexion. Pour l'instant, on est exclusivement sur du papier, on teste certaines solutions. Et puis, c'est vraiment pas une question aisée. Ce que je me pose comme question, en fait, c'est par rapport à votre outil et votre expérience, comment est-ce que vous gérez le fait que, en fait, le portfolio doit être une démarche personnelle, mais en même temps, si elle n'est pas évaluée ou s'il ne fait pas partie des critères, les étudiants ne vont pas forcément l'investir. Donc, c'est un statut quand même assez particulier, la démarche portfolio, parce que c'est censé être vraiment quelque chose, une initiative portée par l'étudiant, mais en même temps, elle doit être un petit peu contrainte, un peu forcée par l'institution. Et c'est pas évident d'avoir du coup du contenu et une démarche qui soit naturelle, qui ait du sens pour l'étudiant. Alors, parmi tous les usages, en tout cas, l'expérience m'a montré que parmi tous les usages qui se font à l'université du portfolio, en fait, il n'y en a aucune qui n'est pas notée. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous demandez à l'étudiant de faire un travail, somme toute conséquent, sur un travail conséquent, en fait, la motivation, c'est drôle à dire, mais la motivation, c'est dur de motiver l'étudiant pour se lancer dans une telle démarche sans lui dire que derrière, il y a une note. Et donc, j'ai jamais vu, pour le moment, en tout cas de mon expérience, il y a des enseignants qui ont commencé par pour essayer de faire cette démarche, comme vous l'avez dit, que ça soit l'étudiant qui lance ce travail et puis qui ensuite le fait, mais ça n'a pas marché. Donc, automatiquement, ils sont toujours revenus à cette évaluation somme toute, sommative à la fin du portfolio réalisé par les étudiants. Ok. Et est-ce que cette évaluation, est-ce qu'il y a des manières est-ce que l'outil que vous avez présenté, donc l'adaptation de Mahara, permet ou facilite, ou est-ce qu'il y a des choses intégrées qui permettent d'évaluer? Alors, ce que l'on a fait, nous, c'est… Donc, Mahara est utilisé avec Moodle. Et avec Moodle, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une grille. Les enseignants peuvent mettre une grille d'évaluation. Grille qu'ils ont montré déjà à leurs étudiants les enseignants peuvent directement utiliser cette grille avec Moodle.
Donc, ils l'utilisent conjointement. Les étudiants créent leur portfolio, ils l'envoient comme devoir sur Moodle et l'enseignant évalue directement sur Moodle le portfolio de l'étudiant. Ok. Merci Guillaume. Merci beaucoup. On voit… Par contre, je me permettrais juste de dire une petite chose, c'est on se rend compte, hein, mais je préfère être transparent là-dessus, c'est qu'on se rend compte que les enseignants, même les enseignants, vu qu'ils ont l'habitude, eux, lorsqu'ils évaluent la plupart des contenus, lorsqu'ils utilisent Moodle, les devoirs, c'est soit des documents Word, soit des documents PDF. Donc, le fait d'utiliser, d'avoir ce qu'ils aimeraient, c'est que les portfolios des étudiants soient transformés en Word ou en PDF. Ça, c'est le problème qu'on a vu des enseignants. Voilà. Ouais, d'où ma question. C'est vrai que c'est un lien Mahara à évaluer. On arrive sur une page et c'est pas forcément, on peut pas forcément annoter ou on peut remplir une grille de critères, mais on ne peut pas vraiment travailler dessus. Tout à fait. Je regarde l'heure, on est arrivé plus ou moins au terme de l'heure qui était prévue. Ce que je vous propose, c'est de couper simplement l'enregistrement. Ça, c'est pour Loïc, mais on va continuer la discussion. Là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que l'idée du nudge, finalement, les économistes nous parleraient de